Comment ils vont? Il arrive quoi à la F1 en ce mois de juillet? Il se passe trop de choses, c'est un délire. Vous devez tout savoir. Donc on va évoquer tout ça dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Belgique, il y a de la tension sur la grille, Alpine aurait choisi Mercedes, Binotto est de retour, Esteban a enfin signé. Avant le classique de Spa-Francorchamps, j'ai pas mal de choses à vous dire. Allez, on en parle. Les gars, on est presque arrivé à la pause estivale. La vérité, c'est que je suis cuit, j'ai le dos bloqué, j'ai 150 ans. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce levé. Ça fera plaisir. J'ai aussi publié une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Je vous raconte l'histoire de Léon Marchand qui va retourner les Jeux Olympiques de Paris 2024. Passez le voir là-bas, ça fait toujours plaisir. Et lâche aussi un petit abonnement. Bonne vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans cette situation, non? Vous sentez pas l'odeur de la bataille pour le titre, là? Oui, exactement. C'est bien ce que je me dis. Parce que le tableau qu'on a vu à Budapest, les gars, c'est exactement ce que perso, je recherche dans une saison de F1. Du drama, des courses qui nous tiennent en haleine, et surtout, un championnat. Parce que l'un d'entre eux va être très difficile à contester, vous savez duquel je parle, et que l'autre semble tout à fait atteignable. McLaren semble avoir la meilleure voiture du plateau, Mercedes peut s'intercaler et même gagner, et Red Bull a l'air d'être en difficulté. On parle des Autrichiens dans le détail plus tard dans cette vidéo. Pour rappel, parce que ça devient important, Lando Norris a 76 points de retard sur Max avant ce week-end, et McLaren a 51 de Red Bull. Le décor est posé. J'ai oublié quelque chose, je crois, non? Ah oui, McLaren est en train de réapprendre à gagner. On l'a vu en Hongrie. Je parle bien de la situation que la décision stratégique de l'équipe a déclenchée entre elle-même et ses pilotes à Budapest. Mon avis complet dans cette vidéo, je vous préviens, il est salé. Je ne vais donc pas revenir sur l'épisode en détail, mais plutôt sur sa conclusion, que j'ai faite il y a 3 phrases. McLaren est en train de réapprendre à jouer devant avec ses pilotes, et ça sera un nouveau point clé à Spa. Les voitures oranges devraient être compétitives, et j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer entre l'équipe et ses pilotes. On peut imaginer que tout ce petit monde aura appris de ses erreurs. Ceci étant dit, ils ne devraient pas être les seuls devant. Et oui, puisqu'il est tout à fait possible que la Merco soit efficace sur ce circuit. On parle de la météo en fin de vidéo, mais elle devrait aller dans leur sens. Vous savez à quel point la chaleur a un impact sur les perfs de la voiture. La piste a été resurfacée, le tracé est beaucoup plus proche de Silverstone qu'il ne l'est du Hungaroring. En vrai, je n'exclus pas que la Mercedes soit compétitive aussi. Côté Ferrari, ça va être un moment hyper important aussi, puisqu'on va savoir si les évolutions apportées en Hongrie fonctionnent vraiment. Donc on va voir si cette voiture souffre moins d'instabilité dans les virages à haute vitesse. C'est un moment crucial dans leur saison, puisqu'en vrai, comme je l'ai dit dans le débrief, si ça fonctionne pas là, possible qu'il vaille mieux se concentrer sur la voiture de l'an prochain. En ce qui concerne les autres news, Fred Vasseur a annoncé qu'il donnerait la composition du nouveau département technique après la pause. On devrait savoir à ce moment-là si Adrian Newey en fait partie. Bref, il y aura beaucoup de choses à observer sur ce Grand Prix de Belgique. L'une des grandes nouvelles de cette semaine en F1, c'est que Mattia Binotto va faire son retour dans le paddock. Quoi? Vous avez bien entendu. Le célèbre manager de Ferrari et chef d'orchestre de la débâcle rouge de 2022 revient en F1 avec Audi. Son rôle, vous vous demandez? Directeur technique et directeur des opérations, ce qui lui donnera les rênes de l'équipe. Il dispose donc de 18 mois pour préparer l'arrivée du constructeur allemand à temps plein en Formule 1. Bon, les gars, il y a beaucoup de choses à dire. En vrai, j'aurais pu en faire une vidéo complète, mais je vais me forcer à être exhaustif. Et je vais commencer par mon avis sur ce recrutement. Et ben, contrairement à ce que vous auriez pu penser, je pense que c'est une super idée pour eux. Les gars, à aucun moment j'ai le droit de vous dire qu'un mec qui a passé 27 ans en F1, qui est passé par tous les postes et qui a été team principal de la Scuderia, est un mauvais recrutement. C'est juste absolument logique. Binotto, c'est un ingénieur de génie, un motoriste incroyable, c'est forcément un bon recrutement. En vrai, je suis curieux de le voir bosser chez Audi, dans le projet d'un constructeur allemand qui sera à des années-lumière de celui de son ancienne équipe. Alors j'avoue, le fait de prendre les deux rôles, c'est chaud. C'est un peu comme être à la fois Christian Horner et Pierre Vacher, comme on dit chez moi, bon chance. Mais on peut imaginer qu'il sera baqué rapidement. En plus de ça, Mattia Binotto, il connaît tous les rouages du milieu, c'est un communicant rodé, la politique du paddock n'a pas de secret pour lui, c'est tout bénef pour Audi. Donnez-moi vos avis en commentaire, tiens. Ce qui m'inquiète un peu plus par contre, c'est le projet Audi dans son ensemble. Mattia Binotto in, Andreas Seidel et Oliver Hoffmann out, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est un peu dans le flou. Les perfs de Sauber sont dramatiques, on a l'air de ramer pour trouver un pilote, ça a pas l'air de sentir très bon. En vrai, faire évoluer ta chaîne de commandement au milieu d'une période de construction comme ça, avec toutes les bases qui ont déjà été posées, c'est pas hyper encourageant pour la suite. Alors après, vous me direz, ce que ce move veut dire aussi, c'est qu'Audi est capable de prendre des décisions fortes dans des moments importants. J'entends. En vrai, il y a encore du temps, mais si on regarde la montre, ça fait déjà 2 ans que leur projet a été annoncé. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ça semble de plus en plus proche, Alpine aurait décidé d'abandonner le moteur Renault et aurait choisi Mercedes. On en a déjà parlé dans ce format, depuis l'arrivée de Flavio Briatore, il se dit qu'Alpine pourrait abandonner son moteur. Vous le savez, depuis 2014, le moteur Renault n'est plus une référence, et c'est pire depuis le gel imposé en 2022. Aujourd'hui, les deux pôles de l'équipe, donc Enstone et Viry, n'auraient pas une relation très saine, et ça serait une des raisons pour lesquelles on prendrait cette décision. En plus du fait qu'il se dit qu'on n'est pas top sur le moteur 2026 chez Renault. Du coup, on choisirait de devenir client Mercedes. Non, si. Oh! Je sais, ça fait bizarre. Mais est-ce que ça serait pas une super solution en fait? Et oui, parce que si tu le vois depuis le prisme de l'équipe, tu peux te dire que tu te simplifies la vie en n'ayant plus qu'Enstone à gérer, que tu réduis les coûts, que tu prends un moteur qui a le vent en poupe,
Donc d'un point de vue opérationnel, ça serait tout bénef, et si on l'intègre bien, ça pourrait être pareil pour la perf. En plus, Renault motorise certains modèles Mercedes sur le marché automobile, pourquoi pas? Mais bon, j'avoue que ce serait chelou. Une Alpine avec un moteur Merco? Pas sûr, hein. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais dans cette vidéo. Je suis pas fan de l'idée, même si je pense que ça peut les aider. D'ailleurs, on parlerait de commencer le partenariat en 2025. L'annonce devrait être faite au retour de la trêve aussi. Tiens d'ailleurs, vous préférez voir Pierre Gasly jouer le podium dans une Alpine Mercedes? Ou le top 10 de temps en temps dans une Alpine Renault? Dites-moi en commentaire. Pour finir, un petit mot sur ce week-end pour Alpine. Eh ben, ils seront sous pression. Ils doivent inverser la courbe des performances de l'équipe. En vrai, à Spa, ça pourrait fonctionner si on se base sur l'an dernier. Après, rien n'est moins sûr. Faudra trouver la fiabilité et surtout la lucidité, parce que ce qu'on a vu en Hongrie, c'était pas Jojo. A noter qu'ils auront une nouvelle livrée pour faire la promo de la sortie du film Deadpool. Je vous laisse juger. C'est fait. Esteban a signé chez As. On avait abordé le sujet la semaine dernière et je vous avais dit que ça tomberait probablement avant Spa. C'est maintenant officiel. Il rejoint l'équipe américaine sur un contrat pluriannuel. Alors je vous ai déjà donné mon avis sur le sujet, mais pour vous la faire courte, je trouve cool qu'il puisse rester sur la grille. Pour moi, le fait qu'il signe avec As montre juste qu'il avait assez peu d'options. Après, l'équipe est quand même sur une dynamique intéressante. Je vous rappelle que ça joue la P6 au championnat. Après, pour l'équipe, c'est cool. C'est un super recrutement. Ils vont avoir un pilote solide, qui a beaucoup d'expérience, aux côtés d'un rookie prometteur. D'ailleurs, pour la stat, Esteban sera le premier pilote As ayant connu le succès en Formule 1. As n'a d'ailleurs pas manqué de s'en servir pour sa com. On ne leur en voudra pas. Et en vrai, pour Esteban, ça va être intéressant parce que ça sera le 3e constructeur avec lequel il aura bossé. Ferrari, à travers le partenariat, c'est pas rien. C'est une vraie plus-value dans le CV d'un pilote de F1. Alors je sais pas ce que va devenir As par la suite au niveau de la perf, mais ça peut aussi être un tremplin pour lui. L'avenir le dira. Vous pensez quoi de cette annonce? Red Bull est fortement sous pression en ce moment, et ce à tous les niveaux. En Hongrie, les 2 pilotes ont été dans le dur, Checo le samedi, Max le dimanche. Les stratèges de la voiture numéro 1 se sont plantés, et le management a un mal de tête permanent avec la situation du 2e baquet. Les gars, juste pour info là, sur les 3 derniers Grands Prix, Red Bull est monté une fois sur le podium, sans gagner. C'est leur plus longue série sans victoire depuis 2021. En ce milieu de saison chez eux, on est challengé à mort, et ça se voit de ouf. Max, ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu comme ça? À Budapest, le gars était insupportable avec son équipe, il a fait pas mal d'erreurs, on a vu de la précipitation, les choses évoluent, hein. Bref, ils sont sous pression. L'upgrade de Budapest n'a pas donné les résultats escomptés, Horner a dit qu'il devrait développer des correctifs, l'équipe n'est plus vraiment celle du début de saison. D'ailleurs, information importante que je vous avais déjà communiquée dans le débrief, Max aura 10 places de pénalité sur la grille à cause d'un changement de moteur. Vous le savez, Spa c'est souvent le meilleur endroit pour le faire. Ça va lui compliquer la vie, là ça devrait pas ressembler à ce qu'on a vu à Spa en 2022. L'avenir le dira. En tout cas, il sera sous pression, tout comme Checo. Il semble de plus en plus probable qu'il saute à la pause. En tout cas, son week-end est plus qu'important pour la suite de son aventure chez Red Bull. Il faudra absolument l'observer ce week-end. Gardez un œil sur Yuki et Daniel aussi. Aston Martin sera encore une fois sous pression en Belgique, et ce pour plusieurs raisons. La première, vous la connaissez, c'est la perf. Ça allait un peu mieux sur les 2 dernières courses, disons. On a un peu plus de perf le samedi et le dimanche, mais malgré les évolutions, le moral n'est pas au beau fixe. Alors on aura plus d'informations sur la vraie perf de cette voiture ce week-end, un peu comme ce sera le cas pour Ferrari. Je vous rappelle que le Hungaroring est un circuit assez lent, donc il nous manque des données. Mais il n'y a pas que la piste qui pèse chez eux. Et oui les gars, l'ambiance au sein de l'équipe est en train de se détériorer. Alors d'abord, avant la course la semaine dernière, Fernando avait recommandé à son équipe de moins parler, sous-entendu qu'il valait mieux avoir une voiture rapide que dire qu'on va avoir une voiture rapide. Et en course, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Alonso a joué au gamin de 40 ans comme il sait si bien le faire à la radio, et les consignes d'équipe n'ont pas été suivies par Lance Stroll en fin de Grand Prix. En fait, on a laissé passer Lance pour aller chercher Yuki en lui disant qu'il devait laisser la place en cas d'échec, ce qu'il n'a pas fait dans le dernier tour malgré les demandes de son ingénieur. Voilà. Bon, mais on n'est pas dans la même situation que McLaren, mais ça veut quand même dire quelque chose. On n'est pas sur une ambiance très chaude, et c'est pas très encourageant. Quoi qu'il en soit, Aston Martin devra faire mieux à Spa. Bon, la semaine dernière, Jean-Michel a raté son coup. La Ferrari était trop courte, je repars à 0 cette semaine, mais je pense qu'on a moyen de s'amuser. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuits, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, les gars, j'ai envie de voir la dynamique de Budapest continuer. Ça vous a pas plu ce qui s'est passé sur le Hungaroring? Si. Ben voilà. Mesdames et messieurs, à Spa, je vois le championnat pilote se resserrer. Je pense qu'il n'y aura encore une fois aucune Red Bull sur le podium. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les cotes, c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est un petit événement puisque Lando est plus bas que Max, les 2 pilotes étant suivis de Piastri et des 2 Merco. Pour le podium, Max n'est pas si haut que ça. À noter que les 2 Mercedes sont toujours en embuscade. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Spa, le plus beau circuit du monde selon beaucoup. C'est le plus long tracé du calendrier avec 7 km presque tout rond, et un mythe qu'on ne veut pas perdre.
Le premier Grand Prix a été couru en 1926. Il faisait partie des 7 tracés du premier calendrier officiel de la F1. Le circuit est un mix de lignes droites et de virages rapides qui pousseront les voitures à la limite. Et croyez-moi, c'est un vrai régal. On fait un tour ou quoi? Allez, on est parti dans cette courte ligne droite des stands qui est aussi une zone DRS. À la source, ça freine fort et ça tombe sur le deuxième rapport. Ici, c'est une épingle, donc ça braque beaucoup. On repart sur les gaz au niveau du vibreur à gauche. Et on s'élance vers le virage le plus impressionnant du calendrier, le raidillon. Ça fait un léger gauche, puis on vire à droite dans une montée hallucinante, à l'aveugle, qui nous amène vers la ligne droite Kemmel. Ici, il y aura de l'aspiration, le DRS s'il ne pleut pas, et donc des dépassements. Le premier secteur s'arrête juste avant les combes qu'on prend en 4. Attention à bien reprendre les gaz le plus tôt possible en sortie du 6. On monte sur le vibreur à gauche, et on plonge en 8. Le 9 se fait en lâchant légèrement, et ça repart à fond dans cette courte ligne droite qui précède un double gauche en descente, hyper impressionnant. Les 12 et 13 se négocieront à moyenne vitesse, et il faudra y garder du gris pour bien sortir du 14 qui marque le début du secteur 3 de ce circuit. Là on se lance dans une immense pleine charge qui sollicitera les moteurs. À Blanchimont c'est à fond, et c'est à l'arrêt de bus que les pilotes auront une nouvelle chance de dépasser. Ici énorme freinage, on descend 6 vitesses, avant de remonter sur les gaz et foncer vers la ligne d'arrivée. C'est donc la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo du Grand Prix de Belgique. Vendredi, il pourrait y avoir de la pluie avec des températures assez fraîches. Samedi, c'est la même chose. Et dimanche, il devrait faire beau, toujours avec une vingtaine de degrés. Le programme de ce week-end. Vendredi à 13h30, on aura les libres 1 et à 17h les libres 2. Samedi à 12h30, ce sera les libres 3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi après-midi, je serai en live chez Pole Position. Et dimanche, on se fait la course en direct sur ma chaîne Twitch. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!